La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. Les jeux grandeur nature, les cosplays, les comic-con, pour qui et pourquoi? Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. Madame, Monsieur, mon nom est Robert Aubin et une fois de plus, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une autre table ronde que vous présente la tête dans les nuances. Peut-être revêtirez-vous, à l'occasion d'une fête de bureau ou même une fête de famille, le costume de Père Noël. Peut-être même est-ce un costume que vous vous transmettez de génération en génération, bien que nous savons tous, et ça c'est un secret, vous n'êtes pas le réel personnel, le réel Père Noël. Cependant, à toutes les fois, la magie opère. Et peut-être comme moi, vous avez pensé que le costume de Père Noël trônait au sommet des ventes de costumes. Eh bien, vous et moi avons fait une erreur. On a probablement oublié, entre autres, l'Halloween, où là, vraiment, il y a moult costumes qui dépassent celui du Père Noël en termes de vente. Et je pense à tous ces costumes de princesses de Disney, entre autres, et d'autres super-héros. Alors, d'ailleurs, il faudrait remonter aux Frères Lumière qui, en 1896, ont été les premiers à associer le savon Sunlight à leur film. On parlait à l'avantage de placement de produits que de véritables produits dérivés. Et il faudra attendre 1929 pour que Disney permette la reproduction de l'image de Mickey, saisissant toute la valeur commerciale des produits dérivés. Et là, c'est le cas de le dire, le bal était parti, les costumes de princesse allaient faire fureur et pour les garçons, les super-héros allaient entrer ou leur permettre d'entrer aussi dans le monde du merveilleux jeu « Je voudrais être » ou « Je voudrais vivre » à travers un personnage. Ne nous trompons pas, si le costume peut avoir son attrait, le caractère du personnage et ses pouvoirs nous donnent envie de croire pour un moment que l'on peut être plus grand que nature. Page d'histoire, lorsque j'étais enfant, c'était l'époque où on rêvait tous d'être Batman. Et je dois avouer que Robin avait bien peu d'attrait dans mon quartier, mais enfin. Cette réalité, c'est une fois de plus amplifiée avec la venue des Comic-Con et des jeux grandeur nature. Alors, vous pouvez ainsi choisir votre personnage, votre époque, vivre pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines dans un monde de Star Wars ou à l'époque médiévale, si tel est votre souhait. Alors, quelle est cette passion? Pourquoi celles et ceux qui s'y adonnent mettent autant de temps à peaufiner le moindre détail d'une réalité fictive? Voilà le mystère que je souhaitais aborder lors de cette table ronde. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Mme Christiane Carrère. Bonjour. Merci d'être avec nous. Elle est détentrice d'un baccalauréat en anthropologie de l'Université de Montréal et d'un diplôme de 3e cycle de l'Université de Sherbrooke en éducation, volet pédagogie des études supérieures. Si sa carrière fut largement consacrée à l'enseignement de l'anthropologie au Collège Lionel-Groulx, elle est également très impliquée dans le village de Bicoline, dans lequel nous allons entrer tout à l'heure. Je reçois également Mme Roxane Lefebvre-Barry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Elle est doctorante au programme de communication sociale de l'UQTR. Elle occupe ou a occupé à peu près toutes les fonctions relatives à son champ d'intérêt, en étant tour à tour agente de communication, auxiliaire de recherche, assistante professeur et probablement l'élément qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, costumière. Et pour compléter ce trio, on reçoit également M. Didier Mercadal. Bonjour. Bonjour. Alors, il est, lui, détenteur d'un diplôme d'illustrateur professionnel de l'école Axe Sud à Marseille. Alors, il est donc artiste, mais également entrepreneur. On lui doit, entre autres, chez nous, Zone 51, le Cosplay Fest, voilà, ça m'a fourché, la Ligue des héros, la Réunion stellaire et j'en passe, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Alors, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes tous des reines et des rois de l'imaginaire. Il y a quelque part dans votre vie cette passion qui est apparue. Alors, je vous demande à tour de rôle et que le premier ou la première se lance. Comment vous expliquez ce phénomène, ou bien des cosplays, ou bien des jeux grandeur nature, où des adultes décident qu'ils retrouvent leur cœur d'enfant, ou peut-être ne l'ont-ils jamais perdu et c'est pour ça qu'ils y vont? Alors, à vous de me dire d'où naît ce phénomène-là. Comment vous expliquez cet engouement qui est de plus en plus large? Qui veut se lancer? On ne va pas y aller par ordre alphabétique quand même. Madame Carrère, je sens que vous êtes sur le bord d'y aller, alors allons-y.
En fait, je pense qu'il y a des voies multiples à ce genre de passion-là. Si je prends mon propre exemple à moi, mon intérêt est venu du fait que je connaissais quelqu'un, mon frère, qui jouait à des jeux grandeur nature, puis c'est comme ça a été ma porte d'entrée. Pourquoi c'est passionnant? Bien, c'est parce que tu joues un personnage qui n'est pas toi. Fait que t'explores ce que tu pourrais être, d'autres avenues que ce que tu es dans la vraie vie. Donc, je pense que dans mon cas, à moi, ça a été effectivement une porte d'entrée par des connaissances, puis ensuite, le fait de pouvoir jouer un jeu, entre autres, moi, mon personnage fait des mauvais coups. Dans la vraie vie, je suis une personne plutôt sage. Donc, ça, c'est intéressant. Dans une discussion qu'on avait préalablement avant l'enregistrement, j'ai saisi, vous me corrigerez si c'est pas ça, que le jeu grandeur nature, c'est d'abord un jeu, c'est pas une reconstitution historique, là. C'est donc, si on prenait un jeu de table et qu'on l'amenait en 3 dimensions et dans lequel on puisse vivre pendant le temps qu'on choisit d'y être. Exactement. On construit un personnage, puis on l'incarne. Donc, on l'habille, on lui donne un tempérament, on lui fait faire des actions, on l'installe aussi dans un réseau d'autres personnages. Donc, on crée des relations entre les personnages, des fois des relations qu'on n'aurait pas avec des gens dans la vraie vie, des gens qui font des choses un peu louches, un peu... Voilà. Fait qu'effectivement, on est... On est vraiment dans le jeu. Oui. Monsieur Vercadal, votre réalité est tout autre, mais aussi de l'imaginaire. Mais on n'est pas dans la reconstitution d'une période historique, on est vraiment dans la reconstitution de personnages cinématographiques qu'on veut faire vivre. Pour quelle raison? Je pense que c'est d'abord l'influence que ces personnages ont eue sur nous quand on était enfant. La projection, en fait, c'est la projection de cet émerveillement qu'on a eu un jour. Et le phénomène d'identification, il est créé naturellement dans les films. Je veux dire, les personnages sont construits pour ça, pour essayer d'aller rejoindre le public, aller rejoindre l'humain qu'on est, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, différentes raisons, des pouvoirs, un caractère, de la détermination, etc. Donc, à un moment donné, on va être marqué par ces personnages-là. Et ce qui se passe, c'est que la première reconnaissance de ces personnages-là, c'est le costume. Exemple, on parlait de conventions. Une des premières conventions au monde de cosplay, où on a pu voir le cosplay, ça a été dans les conventions Star Trek, dans le début des années 70. Et qu'est-ce qu'on reconnaît le plus évidemment dans Star Trek, surtout l'ancienne série, c'est le costume. Donc le costume est une projection de l'univers en premier, qu'on adore en fait, cet univers de passion. On aime s'immerger quand il y a une série télé, un livre, une aventure quelconque. Donc le costume, ça va être la première projection. Et on n'a pas fait encore mieux que ça. Je ne peux pas encore voler, je peux pas encore. Donc je me suis dit, si je veux pouvoir communiquer cette passion et la partager à d'autres, le costume va être en premier. Bon, moi j'ai de la chance d'être artiste, donc je peux le faire aussi à travers ça. Mais je peux le communiquer à travers le costume. Donc c'est venu de là en ce qui me concerne. C'est l'influence que j'ai reçue de ces personnages-là et de pouvoir les partager. Et les partager à 2 niveaux, j'imagine. Quand vous êtes, par exemple, dans un festival, vous les partagez avec des enfants, avec des adultes qui sont là pour une toute autre raison, mais qui découvrent votre présence. Mais quand vous allez dans un cosplay, ça veut dire que vous vous retrouvez dans le monde de Star Trek, parce que là, vous n'êtes plus le super-héros qu'on va voir, vous êtes un super-héros parmi tant d'autres. Oui, il y a plusieurs choses. C'est vrai que quand on commence là-dedans, moi je suis un cosplayer de passion. J'ai pas choisi mes personnages parce qu'à un moment donné, c'est l'air du temps, c'est la popularité. Mettons, exemple, je choisis Aquaman du jour au lendemain parce qu'il est populaire, parce que Jason Momoa, etc. C'est plus une question de quelque chose que j'ai vraiment assimilé avec le temps et spontanément, j'ai été poussé vers ça. Et ce partage-là,
il est multiple parce que c'est vrai qu'un seul personnage ne va pas récupérer toutes les caractéristiques de tous les personnages qu'on aime finalement. Donc il va y avoir Star Trek pour moi, il va y avoir Star Wars, il va y avoir Iron Man, il va y avoir Superman, qui sont une composante de tout ce qui m'a marqué chez ces gens-là, ou des modèles également, parce qu'on essaie de s'inspirer d'eux et puis d'intégrer certaines notions à notre peut-être personnalité, mais aussi à nos décisions. Donc oui, c'est pour ça que quand on commence le costume, on se dit pourquoi pas. Mais moi, ça a été vraiment une exploration des héros qui m'ont marqué quand j'étais enfant. Madame Lefebvre-Barry, j'ai une question plus particulière pour vous, parce que je me disais, comment vous y êtes arrivé, par exemple, au duché de Bicoline? Parce que j'ai cru comprendre que c'est relativement récent, mais on parle en termes d'années. Est-ce que c'est vos études doctorales qui vous ont dit « OK, je vais plonger dans cette réalité-là » ou bien vous avez amené vos études doctorales à Bicoline pour en faire un sujet d'étude? C'est une excellente question. En fait, c'est pas du tout mes études qui m'ont amené à Bicoline, c'est plutôt Bicoline qui m'a amené vers mes études. Moi, j'ai découvert Bicoline par l'entremise plutôt de mon conjoint qui, lui, fait à peu près 15 ou 20 ans qu'il est à Bicoline. Moi, ça fait à peine 7-8 ans. Et en incluant la pandémie là-dedans qu'on n'a pas joué. Là. Donc, en termes de jeu, ça fait vraiment pas si longtemps que ça que je suis sur les terres du duché de Bicoline. Puis, c'est ça, c'est pas vraiment... c'est pas mes études, en fait, qui m'ont amené là, mais toute la richesse que Bicoline pouvait amener, je trouve, sur différents aspects, d'un côté historique, d'un côté culturel, social, économique, politique. On retrouve de tout là-bas à Bicoline. Puis je me suis dit, ce serait bête de ne pas utiliser ça puis d'amener ça dans la science. Donc, j'ai pris mes 6 années de bagage en tant que bicolinienne, donc une joueuse du terrain. Puis je l'ai transposé là-dedans pour faire un peu ouvrir la porte à ça, aux grandeurs nature. Là. Bien, je vais en profiter pour plonger encore plus profondément dans le sujet parce qu'il y a le fameux adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je pense qu'aujourd'hui, on va être totalement ailleurs parce que même dans la vie de tous les jours, même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, on a une petite tendance, sinon à juger, à interpréter ou à s'imaginer ce que la personne est en fonction de la façon dont elle est vêtue. Mais là, quand on entre ou bien dans un cosplay ou dans un jeu grandeur nature, là, il y a comme... c'est l'opinion d'un total néophyte, là. Mais il y a comme, j'imagine, une particularité à l'exactitude de la reproduction du costume qui symbolise ou l'époque ou le super-héros. Qu'est-ce que vous avez découvert dans vos études par rapport au costume, je dirais même sur les fonctions interactionnelles du vêtement? Ah mon Dieu, tellement de choses. En fait, ça m'a permis d'aborder en fait le vêtement sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, comme si je pourrais dire. C'est bien placé. C'est bien placé, merci. Je l'avais travaillé. Mais plus sérieusement, ça m'a vraiment permis de... En fait, la manière dont j'ai procédé dans mon mémoire, c'est que j'ai commencé avec un personnage où j'avais littéralement juste un petit legging 2 couleurs avec une chemise. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à Bicoline, puis les gens m'ignoraient complètement. Là, donc, je me disais, ben voyons, comment ça? J'essayais de parler aux gens, puis les gens n'avaient pas d'intérêt à me parler. Puis, j'ai remarqué rapidement que plus tes costumes exprimaient ce que tu avais envie d'incarner à Bicoline, ça te permet d'intégrer différentes sphères, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, dépendamment de ce que tu veux jouer. Puis je me dis, ah tiens, il y a quelque chose de vraiment intéressant avec ça. Puis j'ai commencé à faire des petits tests. Puis à l'époque, là, j'étais encore au baccalauréat. J'étais vraiment à des années-lumière de me dire que j'étais pour étudier ça, le vêtement. Puis, je me suis rendu compte que ça me permettait de vraiment de m'épanouir dans ce jeu de rôle-là que j'étais en train de me construire. Parce que quand je suis arrivée, j'avais vraiment aucune idée de où je m'en allais avec ça. Là. Puis, graduellement, je me suis dit, ah, moi, j'ai envie, mon conjoint à l'époque, ben, c'est encore mon conjoint, en fait. On le salue. Oui, on le salue. On est même mariés. Désolée.
C'est ça, lui, il avait un rôle quand même d'importance. Il était ce qu'on appelle le marquis du seigneur de notre province. Et j'ai commencé à dire à tout le monde que j'étais la marquise. Et à cette époque-là, avec mon legging puis ma chemise, personne ne me croyait que j'étais marquise. Fait que je me suis dit, je vais me faire un costume qui sonne comme ça. Fait que je m'étais fait une espèce de petite robe, là, un peu avec un petit chapeau, puis j'avais mis des bijoux, puis tout. Puis là, les gens ont commencé à faire comme, ah, peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être. Puis là, plus ça avançait dans mon jeu, plus je commençais à en mettre. Puis maintenant, c'est littéralement, les gens me reconnaissent davantage, bien, en fait, d'abord avec mon costume, puis après ça, le personnage. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que le vêtement devenait une interaction en soi parce que on arrive là sur le terrain, on a notre costume, et là, les gens font comme « Ah! Cette personne-là, je sais c'est qui ou je pense que je sais c'est qui, donc je vais aller lui parler et ça génère des interactions. Puis ces interactions-là, ça peut être d'une part sur le costume en lui-même, ça te permet de développer un réseau à partir de ton costume. Puis avec ce réseau-là, bien, parfois on fait « Ah, bien toi, tu œuvres dans telle sphère du jeu. » Bien, on navigue à partir de ça, puis on s'adapte. On adapte nos costumes parfois en fonction de où on veut aller dans notre jeu par rapport à cette personne-là. Donc, j'ai vraiment découvert que le vêtement pouvait être interactionnel et communiquer à la fois tout plein de choses et rien du tout. Vous disiez tout à l'heure que l'habit ne fait pas le moine, mais en fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que on peut dire qu'il ne fait pas le moine, mais il peut faire aussi le moine. C'est qu'on peut dire, bien, moi, je veux être ça, donc je vais faire un costume en conséquence de ça. Et ça fonctionne. J'ai un personnage en particulier qui me fait vraiment beaucoup rire à Bicoline. C'est un personnage qui a énormément de richesse, mais je suis certaine que j'en parle, puis vous allez savoir c'est qui. C'est quasiment votre voisin de cabane. Mais il est toujours habillé en espèce de gueux avec des dents tout croches, un petit chapeau en laine tricotée brun, puis des vieilles chemises. Là, mais c'est un baron du crime. Puis il est riche comme ça se peut pas, mais il est toujours habillé comme si c'était un mendiant sur le bord de la rue. Puis c'est ça qu'il veut. Il veut pas avoir l'air de faire son habit, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Je vous écoute parler, puis je regarde l'univers dans lequel vous évoluez, et je me dis, si je compare ça à un jeu d'échecs, il y a le pion au jeu d'échecs. Mais j'imagine qu'à Bicoline, personne ne rêve d'arriver, puis avec un costume de paysan, là, tout le monde a des personnages plus grands que nature. Mais il y a des paysans qui ont un jeu extrêmement riche. À Bicoline, effectivement, ils ne veulent pas que leur habit vende le jeu qu'ils jouent. Puis ils jouent un jeu... C'est un subterfuge. Oui, clairement. D'accord. Il y a le groupe des paysans pas contents aussi. Exact. Parce que là ça finit par entrer que si je vais à Bicoline, je ne suis pas dans une reproduction historique, je suis dans un jeu pour lequel il y a un but à atteindre et à gagner, en quelque sorte. Et toutes les stratégies sont bonnes pour y arriver, là. Bien, en fait, à Bicoline, c'est même une rigolade de dire qu'on gagne Bico parce qu'il n'y a rien à gagner. Oui, il y a l'honneur, j'imagine. Même pas. Même pas? Même pas. Il y en a qui peuvent travailler dans ce sens-là, mais c'est pas le but. En fait, à Bicoline, ce qui se produit, c'est qu'il y a une culture qui se crée avec les gens qui incarnent des personnages. Puis quand tu parlais du costume, le costume peut modifier le personnage. Moi, mon personnage, qui est là depuis 96, a changé de rôle 3 fois. Puis le costume s'est modifié en fonction du rôle. J'ai été une sorcière pendant des années. Les gens me voyaient venir de loin avec mon chapeau pointu, ils savaient. C'était la sorcière, mais j'ai été grande prêtresse. Puis maintenant, je suis grande archiviste. Puis le costume n'est pas le même. Puis ça ne donne pas la même information. Vous pourriez même être grande traîtresse par le costume à quelqu'un. Je commence à saisir. Ça pourrait. Dans le monde du cosplay, c'est tout autre chose, là, parce que le costume, c'est, j'imagine, la reproduction la plus fidèle de l'original entre cosplayers. Ouais. Bah, déjà, ce qui est hyper important, parce que on parle du costume, fondamentalement, les premiers codes qu'on envoie dans nos interactions, c'est l'apparence
physique, je veux dire. Et donc, je pense que depuis la nuit des temps, à partir du moment où on a commencé à pouvoir mettre des étoffes sur soi, il y a eu ce souci d'essayer de renvoyer quelque chose. Surtout quand il y a eu des hiérarchies qui se sont installées, on se rend compte par rapport à l'histoire du costume que le costume a déterminé la noblesse, et c'est la base du GN aussi, parce que dans notre base historique collective, il y a les reconnaissances de ces différents codes de costume, en fait. Donc à partir de là, le GN, lui, va reprendre, on parlait de subterfuge, va reprendre ces codes qu'on a tous intégrés pour ensuite les adapter à son propre jeu. Et dans le GN, ce qui est intéressant, c'est comme dans la vie, ce qu'on y met, c'est ce qu'on reçoit. Donc, tu disais qu'il n'y a rien à gagner, mais c'est l'expérience aussi que toi, tu en as. Elle est unique et elle correspond à ton personnage. Ton personnage génère des interactions et ton costume est un moyen et un vecteur de communication pour tout ce que toi, tu as prévu derrière. Donc, c'est ton décor, c'est ta façade. Et en plus, c'est ça qui est intéressant. Et ça détermine vraiment, cette nature fondamentale, détermine l'ensemble de cette idée de vouloir se costumer, puisqu'on envoie un signal, il y a un code. On dit que le logo de Superman, après le crucifix, est le deuxième logo le plus connu de la planète. Okay, donc on envoie un code clairement. Donc là, je ne parle pas de Superman, mais en général, dans le cosplay, c'est exactement ça. Et il y a des codes qui sont déterminés par la pop culture avec des références précises, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit des histoires d'heroic fantasy, des romans, où là, il y a des codes plus précis. Donc on se tourne vers une niche parce qu'il faut pouvoir les identifier, donc que ce soit les animés. Donc moi, je ne connais pas tout. Je suis subjugué par beaucoup de costumes et par beaucoup de travail qu'il y a là derrière. Mais c'est ça, cette idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux exprimer à ce moment-là? Qui suis-je quand je vais montrer que je m'habille de telle ou telle manière? Je suis un robot, je suis un Transformers, je suis un guerrier Klingon, Donc je veux dire, et là aussi, il y a un jeu, parce que ce qui est marrant dans le cosplay, c'est qu'il va y avoir, comme tu le disais tout à l'heure, ce côté très différent de ta personnalité profonde. Je veux dire, on a souvent des gens qui... Parce qu'on avait une émission qui s'appelait Méta Cosplay, qu'on a fait pendant 5 ans, où toutes les semaines, on recevait un cosplayer québécois différent. Et on avait souvent ce truc de « Ah, moi, je suis quelqu'un qui était introverti, mais je fais Harley Quinn. » Et de faire ce personnage d'Harley Quinn, de l'univers de Batman, ça m'a permis de m'extravertir, ça m'a permis de surmonter certains types d'anxiété que je pouvais avoir, etc. Donc, c'est marrant, c'est qu'avant le costume, je pense que c'est aussi important d'étudier ou de comprendre quels sont les points bénéfiques que le fait de se costumer amène. Comme quand on sort dans un party de fête de fin d'année, on essaie de paraître bien, on essaie de s'habiller. Pourquoi? Parce que ce soir-là, on veut lancer un autre code. On veut dire, OK, on est social, on fête cette fin d'année, on fête le temps qu'on a passé ensemble. Donc, je pense qu'à la base de tout, il y a cette fondation qui est qu'est-ce qu'on veut dire avec le costume. Et je comprends bien que le costume peut permettre une extériorisation que je ne ferais pas nécessairement dans un contexte normal. Mais quand je regarde les jeux grandeur nature, je sais que je m'en vais jouer. Si je suis un cosplayer, qu'est-ce que je vais faire autre que rencontrer une communauté de gens qui sont passionnés? C'est ça à ce moment-là. Et donc, je reviens à mon raisonnement. C'est que je me sers de cette base-là pour essayer de communiquer quelque chose. Donc, je vais projeter quoi? Mon amour d'un personnage, mes capacités de crafting. Parce qu'il y a des gens qui... exemple, une des cosplayeuses les plus connues au monde est québécoise. On l'a reçue au Cosplay Fest l'année dernière, elle était juge. L'année d'avant, elle a gagné le premier prix. Vous pouvez me dire qui elle est? C'est Doll Damage. Doll Damage. Eux ont concouru et ont été sélectionnés, parce que là, il y a des présélections, comme au championnat du monde de cosplay à Tokyo. Ça s'appelle le World Cosplay Summit. Donc, il y a des gens qui partent d'une passion, mettons, en ce qui concerne Doll Damage, et ce que j'en sais, ce sont les animés, mais qui ont poussé tous les deux, avec son conjoint, tellement l'art du crafting et de la technique que... Et l'art du crafting, en 2 mots, ça ressemble fabriquer un costume de la manière la plus incroyable qui soit, en utilisant des matériaux des fois complètement délirants, parce que ces gens-là sont extrêmement novateurs. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la technologie nous a quand même amené, je ne parle pas que du 3D print, mais il y a certains matériaux qui sont beaucoup plus faciles à travailler que dans les années 70, quand on parlait de Star Trek tout à l'heure, où là, on peut insérer des LED, on peut insérer du mécanisme, on peut insérer... Je veux dire, il y a une foule de créateurs incroyables au Québec, notamment, qui, eux, transmettent ce défi, qui, eux, transmettent cette envie de partager leur capacité artistique et de les mesurer à d'autres, en fait. Donc, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Moi, qu'est-ce que je cherche à travers ça? C'est peut-être la question, au final. C'est que
on assimile à un moment donné un personnage et au départ, moi j'ai été graduellement. C'est-à-dire que Star Trek, ça a été la première fois où je me costumais. On fait partie d'une famille, ok. Dans les conventions US, on y va. On est tous habillés en officier de Starfleet. On se reconnaît. C'est un peu plus anonyme. T'es pas le Captain Kirk, t'es quelque chose qui y ressemble. Et tu fais partie de cette belle et grande famille. À partir d'un certain moment, tu cherches un autre niveau. Tu te dis, ouais, c'était quand même pas mal. Je vais essayer plusieurs options. Donc, tu le projettes et puis tu as un retour des gens. Ah ouais, c'était cool. Ah, puis là, ça commence, les photos, etc. OK, cool. Et tu as une espèce de validation de tes pairs, comme quoi, ouais, tu fais bien partie de notre groupe. OK? Ça, c'est la base. Après, on mature à partir de ça. Au sommet, tu pourrais devenir le capitaine Kirk, reconnu par ta collectivité. Ouais, c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on a fait, puis on a été je dis no, toujours parce que ma conjointe était avec moi, puis notre ami. Notre image a été utilisée par Paramount pour le set de l'Enterprise. Il y a eu un logo dessus, donc ça a été utilisé parce qu'on était tellement dans le délire que ça a été validé. Mais ça a ses limites. Attention, je veux dire, je pense qu'il faut partir vraiment avec cette idée que c'est pas sérieux. Il faut vraiment relaxer là. Je pense que ça c'est vraiment important de se rappeler qu'on est là pour le fun, quoi. Quand on fait du GN, je ne sais pas si tu arrives à développer de la rancœur à un moment donné pour tes ennemis. J'espère pas. En fait, ça s'est vu, mais il ne faut pas. C'est un jeu. C'est dommage d'en arriver là. C'est un jeu, c'est ça. Il faut que ça reste un jeu aussi. Toi aussi? Tout à fait. Ah oui, ça arrive. Moi, je fais partie des pas bien. Je fais partie d'une nation mal aimée, je pense, là, mais je ne vais pas rentrer. Là, mais quand tu sors de là, je veux dire, moi, une fois que c'est réglé. OK. Mon personnage à Bicoline, c'est mon personnage à Bicoline. Puis quand je suis mon personnage de vraie vie, c'est autre chose. Puis on apprend à se découvrir à travers ça. Là. Mais quand vous êtes en train de jouer à Bicoline, j'imagine qu'on peut aimer, détester un personnage. Clairement. Mais ça ne va pas plus loin que le jeu. Là. Il n'y a pas d'animosité sur le plan personnel qui se développe. Il y en Ça a des peut fois. arriver. Ça devrait pas, mais ça peut. Ça devrait pas. Ça doit rester un jeu. Ça devrait. Ça peut arriver. Il y a un maître du jeu qui règle ces questions-là ou bien... À Bicoline, pas vraiment. Plus ou moins. C'est le Il y a- fair play qui va faire la différence. Oui, à un moment donné. exactement. Ça, c'est le mot d'ordre. Mais Bicoline, c'est un cas particulier. On en parlait tantôt. Il y a GN, puis il y a Bicoline, qui est une espèce d'hybride de GN parce que c'est pas constamment, t'es pas constamment en jeu. Si ça dure 8 jours, tu peux pas rester en jeu 8 jours. Non. Il faut que tu prépares le souper, puis que tu ailles prendre ta douche, puis... Bon, fait que, autrement dit... C'est déjà moins médiéval, là, si on va prendre oui, sa douche. c'est ça. Ça fait... Bien, ce que ça fait, c'est que tu as des moments qu'on appelle de décrochage. Tu décroches du personnage. Hors jeu, en jeu, là. Puis il y en Oui. a qui mettent des pancartes, là, on est hors jeu. Donc, ça se peut que tu me prennes dans un moment où j'ai pas le goût de te parler parce que je suis occupée à faire autre chose, là. Clairement. Et il y a une police du jeu ou pas du tout? Les Pas maîtres du de tout. jeu, je pense que ce serait la police du jeu, en Sauf réalité, mais qu'ils pour sont le virtuel. pas présents. Non. C'est que chaque joueur a la responsabilité de son jeu. Oui. Il y a des règles non dites, il y a des règles écrites. Il faut que tu navigues entre les deux. Puis c'est pour ça, c'est tout des codes culturels à apprendre. Il y a une culture bicoline. Comme il y a un livre de règlement dans un jeu de table. Là. Exactement. Oui. Ouais. Puis par-dessus ça, il y a le vécu réel sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est 4 000, 5 000 personnes Absolument. qui jouent en même temps. Ça veut dire que moi qui pensais que je m'en allais dans une reproduction historique du monde médiéval avec un Non. personnage, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai compris que idéalement, je devrais arriver avec mon personnage, mais je peux pas lire le livre de règlement avant d'y être allé. Mais oui, vous Oui, pouvez. tu peux? Oui, c'est tout disponible sur le site de Bicoline. Il y a tout le livre de jeu, toutes les façons possibles de pouvoir intégrer Bicoline. Mais c'est sûr que si vous y allez tout seul,
vous allez peut-être pas atteindre, vous allez peut-être pas gagner Bicoline la première journée. Là. C'était pas l'objectif. Mais, C'est juste de ne pas être perdu, ce serait déjà pas mal. Mais il y a plein de gens, là, les gens qui sont les bleus et jaunes, là, qu'on les appelle. Il y a des gens qui sont là pour guider les personnes qui savent un peu moins où s'en aller. Il y a des classes des maîtres aux grandes archives, justement, pour un peu partager cette culture-là qui est de la micro-société. Qui est Bicoline, là, c'est littéralement ça. Là, si on la regarde, elle s'est construite tranquillement, pas vite, vraiment comme à une certaine époque, là, au Moyen-Âge et avant ça, que les sociétés se sont construites autour de certains endroits, puis les gens se sont construits une réalité à l'intérieur de ça. Donc, c'est ça. Mais ça veut dire que ma première visite, ça aurait avantage à être une visite d'observation. Oui. Et d'apprentissage auprès de... Mais après, il y a un truc bien aussi par rapport au GN, parce que moi, j'en ai fait aussi. Je suis passé par là. Mais, et puis, j'adorais y retourner, mais j'ai moins de temps. Mais j'avais découvert, il y a des années en arrivant, le salon de la Passion médiévale oui. à Montréal. Oui. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on parlait de reconstitution historique. Il y a des GN qui sont plus des reconstitutions historiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut littéralement magasiner le GN qui nous convient. Ça, c'est fort, parce qu'il y a tous les organisateurs viennent avec leur table, présentent leurs produits et les univers dans lesquels on va jouer, etc. Donc là, on peut, selon son niveau d'expérience ou selon ce qu'on en attend, je veux dire, peut-être qu'on n'est peut-être pas prêt pour rester 8 jours sur un site, mais peut-être une journée. Il y en a qui font ça en une journée, en 2 jours, etc. On peut magasiner vraiment ce qu'on a envie d'essayer, en fait. Donc ça peut... Et puis ces gens-là sont extrêmement... ouverts aux questions, et bien entendu, puisqu'ils vendent leur organisation. Donc là, on peut savoir exactement où on s'en va avec les différents paramètres. Et moi, je pense que c'est une bonne chose pour les gens qui ont déjà juste envie de sentir un peu ce à quoi ils vont se frotter. C'est que ce salon-là, et sûrement d'autres que je ne connais pas, est tellement bien fait parce que c'est comme un Comic-Con, sauf que c'est autour du médiéval, autour de la passion médiévale. Donc les gens arrivent en armure, etc. Ils sont déjà costumés. Il y a des morceaux de décor sur place, il y a des artisans, etc. Donc ça donne vraiment un bon feeling de ce que ça va donner. Donc ça, c'est vrai que je dirais que j'inviterais les gens à aller voir cet événement-là et peut-être se familiariser avec les différents types de GN par rapport à ce qu'ils peuvent attendre. Parce que des fois, on peut être déçu, etc. Donc au moins... J'ajouterais même ce qui est intéressant avec le Salon de la Passion médiévale, je sais qu'il y en a différents là, sous d'autres noms à travers le Québec, mais ce qui est vraiment intéressant pour y avoir été à quelques reprises, c'est que oui, il y a des gens qui sont déjà costumés là, ils en profitent pour ressortir leurs beaux costumes pendant ces événements-là, mais il y a aussi les gens qui sont déjà des GNistes de différents endroits et on se retrouve entre nous, puis... même si on n'est pas costumé, on dirait que quand on se retrouve avec nos gens... On voit le costume que vous ne portez pas à ce moment. C'est ça, on dirait que ça devient un imaginaire, puis on réincarne nos personnages, et puis on le disait tout à l'heure, parfois on ne sait même pas les vrais noms des vraies personnes dans la vraie vie, finalement. Fait que là, on se dit « Hey, salut Grimeur, salut la marquise, salut ci, ça. » Puis là, on se met à parler, et ça prend une fraction de seconde, tout le monde se met à faire du roleplay, et là, les gens qui viennent là pour découvrir, bien, ils ont accès à une petite zone improvisée de roleplay qui arrive comme ça. Puis la plupart du temps, nous, on va à Bico, donc naturellement, on se ramasse tous au kiosque de Bico, puis on se met à parler, puis tout ça. Donc, Mais je vous écoute depuis tantôt, ça a l'air d'être vraiment tous centrés sur l'univers médiéval. Est-ce qu'il y a des GN pour science-fiction aussi? Il y a de la science-fiction, oui. OK. Oui, il y a des GN de guerre aussi. Moi, j'ai fait ça, là. Mais ce qu'il y a, c'est que le mécanisme du jeu médiéval, je trouve, est plus intéressant à adapter plutôt que se tirer dessus, mettons, exemple. C'est qu'il y a les différentes classes de personnages, les sorciers, les guérisseurs, etc. Je veux dire, il y a tout un jeu d'acting que tu peux amener par rapport au personnage que tu incarnes, en fait. C'est ça qui est intéressant. Tandis que un officier de Starfleet reste un officier de Starfleet. Exemple, parce que j'ai vu des jeux Star Trek, tandis que la variété des classes de personnages qu'on trouve dans le GN médiéval fantastique, offre énormément de choix et de possibilités de se projeter soi-même dans le type de personnage. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est absent du cosplay. Mais je pense aussi que ça se peut parce qu'il y a des références collectives qu'on a.
ces références collectives-là viennent entre autres de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons. Tout le monde a entendu parler de ça. Puis dans cet univers-là, ces différentes classes de personnages-là sont là. Fait que tu pars avec une base, tu sais. Il y a des livres de référence. Oui, c'est ça. Un elfe, on a une idée de comment c'est, comment ça se comporte. Surtout maintenant que c'est présent dans la pop culture avec les films qui ont énormément de succès. Maintenant, on connaît tous, on sait tous à quoi ça ressemble. Exactement. Puis je pense, d'un point de vue méta, si tu regardes ça d'en haut, tu vois dans ce genre de jeu de rôle-là un monde complet. Ce qui fait que c'est moins figé que de représenter un personnage tout seul, isolé, tandis que quand tu vas incarner un personnage dans un jeu de rôle ou à Bicoline, par exemple, ben ton personnage, il dépend de tout le réseau qu'il y a autour. Oui, oui. Et c'est le tien. Oui. C'est pas une reproduction d'un personnage, c'est ton personnage. Tu l'as construit, puis s'il il existe en fonction de ce qu'il a fait il y a 2 ans, puis des relations qu'il a tissées il y a 2 ans, puis il continue à évoluer, à se transformer, à t'ajouter des couches. On peut être sur le long terme. Depuis tantôt, je bascule d'un monde à l'autre, je bascule encore. Parce que dans cette relation qui est différente dans le monde du cosplay, moi, je vous ai rencontré les premières fois dans des fêtes de quartier, alors que la Ligue des héros existait déjà. Les bébés. Et puis, je me disais, bon, qu'un cosplayer rencontre des fans comme lui, comme elle, dans une rencontre nationale, internationale, soit. Mais le jour où je me présente dans une fête de quartier, dans une fête d'enfants, dans une fête municipale, où évidemment tous les enfants sont attirés, je fais, est-ce que j'ai une responsabilité particulière? Parce que quand vous vous pointez, me semble-t-il que ce que vous dégagez, ce que vous représentez, c'est plus que le câlin qu'on attend d'une mascotte. Parce que la mascotte, elle est toujours impersonnelle. On la trouve jolie ou pas, c'est selon, là. Mais on n'attend rien d'autre qu'un câlin, une photo. Alors que le personnage que vous décidez d'incarner, qu'il soit Superman, Iron Man ou peu importe, il vient avec des caractéristiques, il vient avec des valeurs sociales que les enfants comprennent ou pas, ne seraient peut-être pas nommées, mais récentes. Quand ils viennent vous voir pour autre chose que votre costume, j'imagine. Est-ce que ça donne une responsabilité supplémentaire? Énormément. En fait, déjà, la sélection des gens qu'on prend dans notre équipe, on a tous le même dénominateur, c'est qu'on aime ça et qu'on a assimilé, qu'on a compris qui sont ces personnages-là. Et le comportement qu'on va avoir simplement dans la façon dont on va se présenter, déjà on ne vient pas nous voir pour le costume. Un enfant va venir nous voir parce que t'es Superman, t'es Iron Man, t'es Elsa d'Arendelle, etc. Pourquoi? Parce que déjà, à ce moment-là, il y a une présentation qui fait qu'on acte le personnage comme s'il était là, parmi vous. Un Superman avec les épaules arrondies, on n'y croit pas. Non. Voilà. Non. Le Superman, il va être là, et puis il va avoir quelque chose de chaleureux, il va regarder les gens dans les yeux, il va sourire, il va tendre la main, etc. Wolverine, ça va être un autre délire, etc. Mais tous ces personnages-là vont répondre à un dénominateur dans l'inconscient collectif parce qu'on les a tous vus quelque part. Je veux dire, surtout Superman, je veux dire, ça fait 85 ans qu'il existe, les X-Men, etc. Je veux dire, on sait maintenant à quoi ils ressemblent, on sait maintenant comment ils doivent se comporter. Et le moment où tu vas le voir pour la première fois, si tu n'es pas juste par rapport à ton perso, tu t'es planté. Je veux dire, même nous, ce qu'on fait par rapport à nos clients, il y a une rupture de contrat d'une certaine manière, parce qu'à ce moment-là, c'est comme quand tu vas dans un parc à thème, Disney ou autre, que tu rencontres les personnages, ils ne sont pas en train de... Ouais, quand je suis Superman, tu sais, je sors une montre, ou je prends mon cellulaire, ou bon, des fois, oui, mais il faut vraiment être juste par rapport à ça. On ne peut pas les voir à la cafétéria. Non. Ou alors, même là, quand ça nous arrive de devoir prendre un break et d'aller chercher, on reste dans le perso. Et c'est là que tu vois que le public embarque, prend des photos. Je veux dire,
que ce soit dans des restaurants ou autres, on a des gens qui embarquent parce qu'on tient le personnage le plus longtemps possible. Et aussi, on s'est rendu compte d'une chose, et je m'en suis vraiment rendu compte avec Iron Man, c'est que l'objet en tant que tel autour du bonhomme est tellement fascinant et intéressant à regarder qu'il faut que tu sois juste tout le temps. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre un appareil photo et puis qui va photographier l'endroit où ton genou se barre. Donc, le côté précis du costume, on est obligé de le garder parce qu'aujourd'hui, on peut avoir notre photo qui est projetée dans n'importe quel contexte et qui finalement, pas toujours, on ne peut pas contrôler ça, je veux dire, ça ne peut pas être toujours flatteur, l'angle, la lumière, etc. Mais la manière dont on va le présenter et dont on va l'amener aux gens fait qu'on va déclencher quelque chose dans son inconscient qui vont faire que, ah ouais, c'est Iron Man, j'y vais. Ah ouais, c'est Elsa, ah oui, etc. Et ça va aller chercher quelque chose. Et quand on réussit ça, on est extrêmement fiers parce que ça va aller chercher quelque chose que tu as dans ton cœur d'enfant et que tu trimbales depuis toujours. Et qu'au moment où tu vas venir voir Batman, tu vas avoir un sourire jusque-là, quel que soit ton âge, parce que le mec qui est dedans, il va te donner l'impression que c'est Batman. Tu le sais que c'est un gars du coin qui est costumé, mais au moment où tu vas le voir, où on va te le présenter, t'embarques. Et cette relation très courte, hein, parce que ça va être une photo, ça va être 30 secondes de photo, clac, et puis tu vas... Mais ce machin-là va allumer quelque chose en toi qui va être primordial et qui fait que nous, on travaille depuis 11 ans parce que c'est quelque chose qui nous est cher à nous aussi, en fait. Cette réponse, on dit toujours, oui, la lumière dans les yeux des enfants. Bon, ça, c'est un peu cliché, c'est pas faux, mais il y a la lumière dans les yeux des parents aussi. Oui, ce que je comprends bien, et ça, c'est probablement commun aux deux types, au GN et au cosplay, c'est qu'il y a quelque part où pendant une fraction de seconde ou pendant un mois, on accepte de vivre dans une réalité autre. C'est-à-dire, on accepte de laisser tomber un certain nombre de conventions, on accepte de croire à ce qui n'est pas vrai, dans le fond. Ouais. Parce que quand je prends ma photo avec Superman, je ne la prends pas tout croche pour dire à mes chums hey, « j'ai pris une photo avec Superman ». J'essaie, moi aussi, d'être à la hauteur du personnage avec lequel je me fais photographier. Ça veut dire que pendant une couple de secondes, on y croit. Oui, puis nous cette présentation, c'est le seul outil qu'on a. Il y a le costume, il faut se sentir bien, et puis bon, il y a un travail sur le costume. Le GN, tu le vis. Le GN, tu es intégré dedans, je veux dire... il y en a il y a des châteaux, des citadelles, des hommes en armes qui arrivent, des armées, tandis que quand tu arrives dans un parc à 30 degrés en plein été, t'as pas pour Spider-Man n'a pas les buildings de New York autour de lui, je veux dire, mais il va l'amener, il va s'auto-charger en fait, c'est comme un acteur, il va prendre toute cette symbolique du personnage et il va la projeter dans quelque chose qui est hors contexte. Et il va créer son contexte, en fait. Sa lucarne, il va la créer à ce moment-là. Ça va être dans la pose, ça va être dans la façon dont il va taper dans les mains, ça va être la façon dont il va s'adresser au public. C'est ça, c'est ce moment-là où nous, on est obligé de... Spider-Man, c'est sa toile. C'est exactement. On est obligé de le générer, nous. C'est ça qui est un peu différent du GN, c'est qu'on n'a pas de... Selon où on est, oui, ça va pouvoir être en pleine ville, alors on va être dans un contexte, mais même là, il faut qu'on le génère parce que tu n'as pas de mise en situation quand tu parachutes à Arendelle, Elsa et Olaf en plein été dans un parc. Tu vois? Tout à fait. Et à Bicoline, tu l'as le contexte. Dans un GN, tu as une forme de contexte. Tu as les bâtiments, tu as le village, tu as la dimension que nous, on appelle le décorum. Quand je disais que Bico, c'est une culture complexe, il y a un langage pour décrire ce qu'on vit puis ce qu'on fait à Bicoline. Puis, le deuxième niveau, c'est le vocabulaire ou le langage que tu utilises comme personnage. Fait que tu as ces deux niveaux-là qui s'en vont ensemble, dans le fond. Le niveau méta dont je parlais tantôt, il faut que tu saches doser tes interventions pour que ça fitte dans la culture. Puis ça, tu y penses à l'extérieur de ton personnage, mais ton personnage, tu le vis, puis tu réagis, puis tu interviens, puis tu collabores avec d'autres personnages. Fait qu'il y a ces deux niveaux-là qui s'en vont ensemble tout le temps. Mais quand je regarde le... Oui, allez-y.
Excusez-moi. Non, il n'y a pas de quoi. Mais en fait, je voulais juste comme rebondir un peu sur tout ce qu'on discute depuis les 5 dernières minutes par rapport à la responsabilité qu'on peut avoir sur les enfants, mais sur d'autres personnages on a aussi. Le fil, t'as raison. Non, mais c'est ce que je réfléchis, puis je prends des notes en même temps, c'est pour ça. Puis ce que tu viens de dire, c'est que je pense entre autres à mon personnage, puis à un autre personnage. Quand je suis rentrée à Bicoline, j'avais pas l'intention d'avoir un rôle qui avait un impact sur des gens du tout. Mais j'avais remarqué qu'il y avait certains personnages qui avaient cet impact-là. Je pense entre autres à notre empereur en Empire qui s'appelle Karl von Schlaffenmark. On remarque que certains enfants ne sont pas nécessairement actifs sur le terrain avant un certain âge. Ils vont un peu plus tard parce que des fois, les parents n'ont pas envie de s'occuper de vivre Bicoline avec des enfants en bas âge. Là. Puis je comprends très bien. Et j'ai vu des parents qui avaient, mettons, les photos de ce personnage-là, qui est Karl, dans leur propre maison, dans la vraie vie. Puis là, les enfants arrivent sur le terrain, ils voient la personne, même s'il n'est pas costumé, ils vont « Oh mon Dieu, c'est Karl! » Et là, ils vont voir Karl, et puis là, c'est comme un peu l'image du Père Noël, là, il va le voir, puis cette personne-là a une responsabilité un peu envers ces gens-là qui viennent le voir, puis même les adultes, c'est la même chose, ils ont entendu parler de ce personnage-là, ils ont une certaine responsabilité, s'ils disent des choses, ça peut avoir un impact sur plein de sphères de leur vie imaginée puis leur vie réelle. C'est super intéressant. Oui, puis tout à l'heure, tu disais, tu sais, on parlait, moi, mon personnage a évolué, puis à un certain moment, on m'a demandé si je pouvais faire partie d'un spectacle dans la Fosse aux monstres le vendredi, puis mon personnage, qui est une noble, qui fait de la politique, est subitement devenu une espèce de chevalier qui combattait des dragons, puis tout ça, mais j'avais des petits-enfants qui avaient les yeux ronds comme des billes, de voir une femme arriver dans le champ, puis vaincre les gros monstres, puis après ça, mais moi, avant, je vivais ma petite vie tranquille, mais après cet événement-là, j'avais les enfants qui étaient là « Wow, c'est la Seigneuse, c'est incroyable! Est-ce qu'on peut faire ça? On peut-tu jouer avec nos épées avec toi? » Puis là, je me suis rendu compte que mes actes auprès de ces enfants-là qui venaient me voir avaient vraiment un impact sur eux. Puis quand je viens dans les fins de semaine, parce qu'on a des moments où on peut aller à Bicoline, si on a une cabane là-bas, on peut venir pendant les fins de semaine où on n'est pas costumé nécessairement, mais ces enfants-là reviennent me voir. Et là, je ne peux pas faire ce que je veux là, à ces moments-là. Il y a comme un... Parce que tu as créé quelque chose, c'est ça, ouais. Il y a une base de référence, oui. Sans le vouloir, puis ça fait quand même 3-4 ans que ça perdure, ce petit personnage-là de la Seigneuse qui combat les dragons. Puis je suis rendue avec ça. Mais c'est pas nous qui l'avons créé. C'est ça le... Oui. Et alors l'impact... Mais la responsabilité est énorme parce que il y a... Et ça, tu peux pas le jauger. Tu peux pas... Il y a des moments où on en a tous dans le groupe et puis qui sont formidables et qu'on pourra jamais oublier, en tout cas, où il y a un amour, en fait, qui est projeté de la part des enfants par rapport au personnage que tu incarnes, qui est tellement énorme. Quand les promoteurs aussi font un peu de buzz sur notre présence, certains enfants s'habillent, etc. Et à ce moment-là, il faut que tu résonnes sur la même fréquence que le petit ou la petite, parce qu'il y a un affectif tel qui a pris naissance dans la création, en fait. Nous, on ne le fait pas comme toi. C'est dans les films, c'est dans les films animés, etc. Mais ces personnages-là, ils sont à l'écran depuis des années. Puis, tu as des gens qui ont vu 20 000 fois, quoi. Je veux dire, les enfants, on sait comment c'est, tu sais, je veux dire, ils vont bloquer sur quelque chose et puis ils vont le regarder 25 fois, le film, en 2 semaines. Et quand ils vont arriver... Il faut que ça corresponde à leur réalité. Et nous, on doit être prêts à ça. On a des questions... J'ai vu ton film, comment ça a été... moi, une fois, j'ai eu des questions sur l'invasion de New York avec les Chitauri dans les Avengers, où il a fallu que je tienne la conversation sur comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'ai vécu. Parce qu'ils sont hyper au courant. Donc nous, toute notre équipe a vu les films, il y a des fans, donc tu peux pas te planter quand tu arrives. Je me rappellerai toujours, c'est une anecdote intéressante ça. Vraiment. Et je l'ai adapté à plusieurs fois. C'est que quand tu arrives en Superman, fête d'enfants, ou même camp de jour. Dernièrement, ça m'est arrivé un camp de jour cet été, pas plus tard que cet été. Donc ils arrivent, toi tu es là, ils regardent les bottes en cuir, tout qui fit, la ceinture, le métal. Partout, il doit y avoir quelque chose, il y a quelque chose. Et est-ce que tu es arrivé en volant? Bien sûr que je suis arrivé en volant.
Mais non, t'es pas arrivé en volant. Là, tu arrives à les retourner, OK? Tu arrives à retourner, même des gamins qui arrivent à 11, tu sais, parce qu'il commence à y avoir une masse de kids qui commencent à y croire à un moment donné, OK? Et là, bon, ben, super, c'est la fin de ton contrat. Faut que tu repartes en volant. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, je me dis, bah, tu vois là-bas, là, s'il y avait la tour d'énergie, je lui ai dit, tout à l'heure, ça va aller très vite. Regarde parce que je vais passer par là. Ça va aller très vite. Il faudra que vous fassiez très, très attention parce que je vais tellement vite pour éviter les avions de chasse de l'armée. Il faut vraiment que... Donc là, je les fais se réunir et je suis comme, OK. Donc là, j'ai les moniteurs, les animateurs du camp de jour qui m'aident, qui les font réunir, etc. Donc là, je pars sur la route et moi, je le sais, behind the scenes, je cours comme un idiot le long de l'autoroute pour que ma conjointe vienne me récupérer en voiture et puis que je disparaisse comme ça. Mais heureusement, j'ai su après coup que même les animateurs ont joué le jeu. Mais oui, on l'a vu, tu ne l'as pas vu, mais non, on ne l'a pas vu, etc. Tu sais, donc, justement, on n'a rien. On a juste notre costume et la conviction qu'on y met. Et tu ne peux pas dire... Ouais, mais non, t'as raison. Mais non, tu peux pas. Ça brise la magie. Tu peux pas parce qu'il y en a trop. Je veux dire, tu as des enfants de 6 ans, de 4 ans. Alors, tu en as qui vont être conscients, donc ils vont laisser les autres triper. Ou même dans les fêtes d'enfants, ça a été le cas de dire, OK, bah, je vais passer par là, ça va aller très vite, etc. Donc, tout le monde s'y met un peu, mais tu peux pas dire, ouais, non, t'as raison, c'est du flan. Donc, on essaie tous de trouver pourquoi tu fais pas de la glace. Bah, parce que je fais pas de la glace. Elsa, tu sais pourquoi tu fais pas de la glace? Parce que là, c'est l'été, donc ce serait dommage de déclencher l'hiver, etc. Donc, on a tous nos trucs à un moment. Pourquoi tu n'as pas tes lance-toiles? Bah, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de méchants. Donc, je ne les ai pas amenés. On essaie de Vous avez tenir... réponse à tout. Il faut parce qu'on réfléchit même à comment est-ce qu'on va sortir. On arrive, on quadrille un peu. OK, donc là, on peut sortir, on peut arriver par ici. On va emmener nos affaires, il ne faut pas qu'on nous voie. Donc, on pense à ça aussi parce que tu as un amour qui est donné à ce moment-là, qui est tel et qui n'est pas quantifiable. Il y a des gens qui me revoient et qui me montrent leurs photos. Et regarde, il y a 10 ans, waouh! Et puis une fois, j'étais avec une dame, j'arrive sur le marketplace, je récupère un truc, et puis elle me dit, mais je te connais, toi? Je dis, oui, peut-être. Puis là, elle montre une photo, et puis il y a son kid, genre, que j'ai connu de cette taille-là. Et puis, donc, on a un impact, il y a un souvenir qui reste de tout ça, et la responsabilité, elle est là vraiment, quoi. C'est quelque chose... Quand on est avec le grand public, c'est encore plus important que dans les Comic-Con. Ouais. Madame Carrère, je ne peux pas m'empêcher, non, il n'y a pas de quoi, je peux pas m'empêcher de faire appel à votre expertise d'anthropologue. Et là, je vous sors du jeu grandeur nature et je vous demande pourquoi. Est-ce qu'il y a un regard anthropologique à faire sur ce désir qu'ont de plus en plus de gens de vivre au sein d'une société pendant le jeu, hein, où les règles sont peut-être semblables ou complètement différentes de la société dans laquelle on vit? C'est-à-dire, est-ce qu'on fuit quelque chose? Est-ce qu'on va chercher quelque chose? C'est quoi votre regard d'anthropologue sur ce... C'est peut-être un peu tout ça. C'est peut-être un peu de tout. Il y a des gens qui abordent la question en regardant la dimension rituelle. C'est très ritualisé. On a une phase où est-ce qu'on va se mettre en costume, donc on sort de notre réalité. Puis là, on entre dans une phase liminaire où est-ce qu'on est en jeu, on joue, on tient un rôle. Puis à la fin, on va réintégrer le monde ordinaire, si on veut. Puis il y a beaucoup de gens, il y a des noms pour ça. Je disais tantôt qu'il y a un langage à bicoline, le bico-blues ou la mélancoline qu'on va vivre au retour de bico. Il faut reprendre notre vie ordinaire puis réinvestir notre vie de personne normale, entre guillemets. Sortir de notre personnage, sortir du monde qu'on a créé. Fait que cette dimension rituelle-là qui a tendance à disparaître, si on veut, au point de vue religieux comme tel, peut être une façon de le voir si on regarde ça dans une perspective méta, encore une fois. L'autre chose aussi, c'est on peut regarder ça
dans la perspective où les gens vont aller créer un monde à l'image des souhaits qu'on peut avoir, une façon de vivre quelque chose qui est satisfaisant, des fois plus que la vie ordinaire. Créer un monde où on se sent, on crée notre propre valeur, on crée notre propre prise sur le monde. Donc, dans le monde de Bicoline, je peux avoir plein de pouvoirs, alors que dans ma vie ordinaire, j'en ai pas tant. Ça, c'est une autre façon de le voir aussi. Puis les anthropologues vont avoir aussi un regard où ils vont se dire c'est une façon de décrocher du monde dans lequel on vit à tous les jours, le monde quotidien. La dimension « je m'émerveille », c'est quelque chose que vous avez nommé tantôt. Je me mets dans une situation de merveilleux au lieu d'une situation de ordinaire. Fait que c'est une façon d'investir ça aussi. C'est une façon de ne pas être collé sur notre réalité de tous les jours. Je vous aurais... tribal un peu aussi. Ouais. C'est-à-dire la tribu. La communauté. La communauté, les gens qui aiment la même chose que toi, je veux dire, que ce soit dans un Comic-Con, c'est pareil, même si on ne le vit pas de la même manière, mais tout de suite, forcément, quand tu as du monde qui vient vers toi et puis qui commence à dire « Waouh, le costume, bravo, etc. etc. » Bon, il y a une reconnaissance immédiate de ton semblable, en fait. Peut-être que si la vie à l'extérieur était un peu plus... Je suis malheureusement obligé de vous interrompre parce que je vous aurais gardé encore pendant 2 heures. J'ai pas passé la moitié des questions de ce que je voulais passer, mais mon temps, lui, est écoulé. Un immense merci. Wow. On est déjà rendu à la fin. Merci, Mme Carrère. Merci, M. Mercadal. Mme Lefebvre-Barry, c'était vraiment un plaisir de découvrir cette réalité-là. On en aurait encore plein à apprendre, mais on sait où vous joindre maintenant. Alors, si on veut vivre l'expérience, on sait que c'est aussi possible, même si on est un total néophyte. Je veux dire un immense merci aussi à Anne-Sophie Batalon, la recherchiste qui a réuni cette équipe absolument formidable pour parler du sujet. Merci à la Gazette de la Mauricie. Merci à Nous TV qui produit cette émission. Vous n'hésitez pas à m'écrire et à me faire part de vos commentaires ou de vos suggestions. Vous écrivez à info-gazette.com. C'est bien ça, Gazette Mauricie. Info@gazettemauricie.com. Merci d'avoir été là.